Merci de l'invitation. Un mot sur le caractère. Donc on va parler des affaires du monde, c'est-à-dire de tout, quoi. C'est-à-dire, on va parler de l'évolution de la population, on va parler de l'évolution du climat, de couplage avec l'énergie, etc. Donc il ne reste pas grand-chose, sinon la poésie, la musique, l'art, ce que vous voulez, dont je ne parlerai pas beaucoup. Mais on va parler de tout le reste. Donc parler de tout le reste en demeure, c'est un peu une gageure. Et donc je vais certainement déborder, mais il y a un gardien du temps qui va vous corriger. Oui, il y a un placard, oui, donc voilà. Donc je ne suis pas inquiet de ce point de vue-là. Mais quand même, il faut faire un choix, quoi, dans l'angle d'attaque, il y a tellement de choses. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous présenter les concepts essentiels, les idées essentielles dont il faut se meubler l'esprit quand on veut discuter un peu, ou lire, ou se faire une idée des scénarios de transition énergétique. Alors, tout le monde écrit des scénarios, les États, les ONG, Total, BP, tout le monde écrit des scénarios de transition. Mais il se trouve simplement que ce n'est pas une discipline académique, et une discipline académique, vous savez, ça marche comme ça, quand on veut publier quelque chose, on ne fait pas que l'envoyer à une revue, la revue ensuite l'envoie à des relecteurs qui sont en principe spécialistes du domaine et qui disent non, ça vaut rien, il ne faut pas le publier, ouais, c'est pas mal, enfin il faut corriger tel et tel aspect, ou bien oui, c'est très bien, il faut le publier tout de suite. Et donc il y a un processus d'aller-retour qui fait que quand une publication finit par sortir dans un journal, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, que tout ce qui est dit est juste, mais en tout cas, ça n'est pas juste le résultat des gens qui l'ont écrit, il y a un processus d'aller-retour et de validation. Et ça veut dire que, en principe, si le travail a été bien fait, c'est le mieux qu'on sache faire à un moment donné. Donc, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça va être corrigé, tout, etc. Mais c'est mis dans le lot commun et ça devient un énoncé scientifique et pas simplement le travail de quelqu'un. Alors les scénarios, c'est pas comme ça. C'est pas une discipline académique et donc chacun peut faire son scénario qu'il a envie. Et donc le problème, alors ça rend la lecture des scénarios très difficile parce que les hypothèses ne sont pas toujours les mêmes, ne sont jamais les mêmes. Il y a des choix qui sont quelquefois explicites, quelquefois pas explicites. Les scénarios ne se renvoient pas les uns aux autres, alors que dans un travail scientifique, en principe, on fait l'état de la question avant de dire ce qu'on a apporté soi, modestement, la petite pierre qu'on a ajoutée, la somme des connaissances, etc. Donc il n'y a pas du tout ça. N'importe qui peut écrire des scénarios, et donc la lecture est difficile. Alors, et puis c'est des papiers, ça peut faire 50 pages, 200 pages, 400 pages, quelquefois, les gens travaillent, quoi. Alors, ce que j'ai essayé de faire, simplement, c'est de vous montrer, un exemple, quelques concepts pertinents qui sont des clés qui permettent de poser des bonnes questions à des scénarios quand on les dit. Voilà. Donc, ça va être très conceptuel, je ne vais pas faire un panorama général, ça ne va pas être quelque chose de très, comment dire, très construit ici, ça va être construit, mais construit en vous présentant les concepts simplement, mais sans développer toute une architecture et certainement pas en vous développant un scénario qui serait bon. C'est pas du tout ça. C'est simplement quelles sont les clés, quelques bonnes clés qui permettent de poser des questions pertinentes à des scénarios qu'on lit et il y en a partout. D'accord? Donc voilà, c'est ça l'idée. Alors, pour essayer d'être plus rapide aussi, je vais essayer d'être polémique un peu. Et parce que sur les questions énergétiques, il y a un peu une image d'Épinal qui veut que, avec quelques panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison, une éolienne au fond du jardin, un peu d'eau qui passe dans le voisinage et un peu d'amour, voilà, le problème de l'énergie va être résolu. Et donc je vais essayer de bing, de prendre cette image d'Épinal pour dire que, bah oui, c'est pas si simple que ça. Après tout, l'énergie, c'est de la plomberie, et la plomberie, c'est pas la même chose que l'art, ou la poésie, ou la littérature, etc. C'est de la plomberie. La plomberie, il faut que ça bien fait, il ne faut pas que ça fuit, mais c'est de la plomberie. Voilà. Donc il n'y a pas de valeur extraordinaire à mettre dans la plomberie. Sinon que le travail doit être bien fait, et le travail bien fait, ça, c'est une valeur, bien sûr. Alors polémique d'autant plus que je sors de ça,
d'avoir écrit ça, qui n'est pas encore dans les librairies, donc j'ai apporté quelques exemplaires ici. Et qui sont des chroniques, une trentaine de chroniques sur des sujets de société où la science est impliquée, science ou technologie. Et puis il y a quelques sujets un peu contemplatifs comme ça sur la science, comme c'est pour la connaissance. Donc c'est un petit peu polémique quand on traite des sujets comme ça en peu de temps, 4-5 pages, et donc je suis un petit peu dans cet état d'esprit, donc ne m'en voulez pas si je continue la synthèse. Bon, alors, allons-y pour les affaires du monde, et cessons l'autopromotion. Alors, jtrainer.orange.fr, si on m'écrit, je réponds. Alors, le plan, donc, conditions limites de la transition, population et climat. Après tout, il s'agit de nous. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, en tant que population mondiale, et puis, qu'est-ce que nous faisons, puisque nous sommes devenus une force géologique. Vous avez entendu parler du terme anthropocène, dont certains pensent qu'il faut caractériser l'ère géologique dans laquelle nous sommes entrés depuis la révolution industrielle, puisque nous sommes capables de modifier une des conditions physico-chimiques dans lesquelles la vie se développe sur la Terre, c'est-à-dire le climat, l'élément climat, on le modifie. Donc on va juste faire le point là-dessus. Et puis après, on verra pourquoi il faut s'intéresser à l'énergie. Et puis, donc là, quelque chose les concepts, si vous voulez, pertinents, me semble, et puis, de toute façon, le contenu, vous le savez, puisque vous êtes des ingénieurs en devenir, mais bon, je vais essayer de vous montrer comment on peut en parler à des gens qui, justement, ne sont pas des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui savent qu'il y a de la science là-dedans, mais qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs. Donc, en fait, plus on est conceptuel et mieux on est compris, je crois. Ça peut se discuter. Donc la notion de stock et de flux, énergie de stock, énergie de flux, énergie concentrée, énergie diluée, énergie pilotable, énergie intermittente ou variable, stockage de l'énergie, et puis quelques exemples de scénarios de transition. Voilà. Alors, la population. Si on veut en savoir sur la population, il faut se pencher sur le site de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Et quand vous êtes sur la page de l'INED, il y a un truc qui s'appelle le jeu de la population. Et le jeu de la population, je crois que je peux le faire marcher là maintenant. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir donc, à gauche le monde entier, ou bien une région du monde, ou bien un pays. Et puis vous avez la pyramide des âges qui se reproduit ici. Vous avez les hommes à gauche et les femmes à droite. On reconnaît tout de suite les femmes parce que vous voyez que les dames d'un certain âge, il y en a plus que les hommes. Donc elles vivent plus vieilles. On voit tout de suite, ce sont les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la pyramide des âges, donc par âge, et en milliers d'habitants. Et puis, ça, c'est la situation actuelle. Voilà, on est 7,5 milliards. Et pour faire évoluer ça, en fait, c'est pas très très compliqué. Pour passer l'année suivante, eh bien, chaque année, le nombre de personnes, c'est celles qui étaient vivantes l'année d'avant, moins celles qui sont mortes pendant l'année. Donc il faut connaître les taux de mortalité par âge. Donc ça, les démographes, ils étudient ça, et puis ils connaissent les taux de mortalité par âge sur les différents pays, il y a des incertitudes plus ou moins grandes, etc. Mais bon, les données sont plus ou moins fiables, mais c'est ça la donnée essentielle. Et puis ensuite, il faut regarder l'âge zéro, donc les nouveaux bébés, et pour les nouveaux-nés, eh bien, il faut connaître le taux de fécondité par âge des femmes. Et donc ça, les démographes savent ça aussi, et donc, avec ça, ça suffit pour passer d'une année à l'autre. Donc, en fait, c'est très simple. Sur un tableur Excel, on peut faire ça très simplement. Alors, je vais essayer de vous le montrer en live. Voilà. Donc, normalement, je vais brancher là-dessus, et puis, on y va. Donc là, on est en 2017, vous voyez, et puis, on y va, et voilà, ça monte. Tac, tac, tac. Voilà, 2039, 40, etc. Et là, vous avez d'autres indicateurs. Donc, c'est extraordinaire, ce site. Donc, c'est les démographes de l'ONU, c'est les données de l'ONU. Et vous avez un certain nombre de données que vous ne voyez pas bien, là, mais c'est 2,22 enfants par femme. Donc, ça, c'est un chiffre qui a diminué par rapport à ce que c'est en 2017. Ensuite, vous avez la moyenne d'âge, l'espérance de vie, pardon, qui est 77,8, alors que c'est plutôt 71-72 maintenant. Et vous avez surtout la pyramide des âges qui a changé. C'était une pyramide
en 2017, et puis maintenant ça ressemble plus à une maison, quoi, avec des murs un peu verticaux et puis un toit. Alors qu'est-ce que ça signifie ça, ça signifie que la mortalité périnatale a diminué, puisque on n'est pas comme ça. Si on est comme ça veut dire que l'année 2, par rapport à l'année 1, il y a moins de monde, c'est-à-dire qu'il y a une mortalité infantile qui est importante, et quand vous redressez ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la transition démographique, et il y a c'est en général accompagné d'une diminution de la fécondité, mais aussi une meilleure espérance de vie. Donc tout ça, c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler, y compris au lycée d'ailleurs, et puis reportez-vous à ce truc-là, si vous avez besoin de connaître quelque chose concernant la population d'un pays, allez là-dessus, c'est extraordinaire. Parce qu'évidemment, là-dessus, vous avez 80 ans d'histoire d'un pays qui se constitue là-dessus. Donc vous avez des creux, des bosses, etc. C'est relié à des événements plus ou moins dramatiques qui ont lieu. Si vous regardez la pyramide des âges pour la Russie ou pour la Chine, vous avez toute l'histoire devant les yeux. C'est extraordinaire. Bon, alors, donc, ce que ça dit en tout cas, ah oui, Skype, non, pas Skype, voilà, là il faut que je sorte de là, ouais, voilà. Alors, donc, 7 milliards et demi maintenant, et puis, en gros, 10 milliards, 9,7 milliards d'ici 2050. Bon, donc ça, on va garder ça dans la tête, mais vous voyez que ça veut dire qu'il y a entre 25 et 30% de la population en plus, d'accord? Et puis, cette population en plus, c'est pas juste des individus, c'est des individus qui se répartissent entre des villes, des périphéries des villes et des campagnes. Et la consommation énergétique, dans une campagne reculée d'Afrique subsaharienne ou du centre de la Chine, la consommation énergétique n'est pas la même que quand on est dans la périphérie d'une ville, ou bien quand on est citadin, quand on devient citadin. Or, les taux d'urbanisation, ça aussi, les démographes de l'ONU, ils les ont, donc on peut y avoir accès, c'est des données libres, et c'est des données qui sont assez robustes, les taux d'urbanisation. À l'heure actuelle, il y a plus de 50% de la population qui vit dans les villes. En 2070, ça sera plus de la moitié de la population dans les pays émergents et pauvres qui seront aussi dans les villes. Les taux d'urbanisation sont énormes. Et donc, ça sont des données robustes parce que ça ne change pas du jour au lendemain. C'est des tendances lourdes. Et quand on va essayer d'évaluer quelle va être la demande énergétique vers le milieu du siècle ou à la fin du siècle, eh bien, il faut tenir compte de ces tendances lourdes. Parce que, encore une fois, la consommation énergétique dans une ville est évidemment plus importante que dans une campagne qui a des services publics, il y a des routes, il y a de la santé, il y a de l'art, il y a du cinéma, il y a tout ce que vous voulez, l'éducation. Et donc, ça implique des choses sur la consommation énergétique. Alors, la contrainte climatique maintenant. Alors, le sujet précédent, évidemment, hein, c'est le sujet d'une conférence. Donc, maintenant, contrainte climatique, là aussi, c'est une autre conférence. Mais voilà les données les plus récentes sur l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre. Et vous voyez que par rapport à la fin du 19e siècle, on est à 1 degré, 1 degré 1, quelque chose comme ça au-dessus. Donc c'est mal parti de ce point de vue-là. Enfin, on est très efficace quoi, dans la capacité à changer le climat de la planète. On y arrive bien. Effectivement, une force géologique. Et ça veut dire, en passant, que le 1,5 degré, vous savez, il y a eu allusion à la COP 21 à Paris, une allusion à essayer de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 1,5 degré. Ça, c'était pour faire plaisir aux îles Tuvalu, etc. Mais c'était politique. Mais c'est totalement hors de portée maintenant, c'est fini. Et même le 2 degrés, j'essaierai d'argumenter un tout petit peu, mais c'est très facile de voir que le 2 degrés, on ne le tiendra pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, au contraire, parce qu'il faut éviter que ce soit 4, 5, 6. Donc c'est d'autant plus urgent qu'on voit que le 2 degrés n'en tiendra pas. Mais en tout cas, c'est une contrainte. Sur quoi? Sur notre consommation d'énergie. Ça, ce sont des scénarios, vous avez peut-être vu déjà ces figures, qui sont tirés du rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC de 2013, qui est sorti en 2014-2015, enfin c'était préparatoire à la COP 21. Ce sont des trajectoires d'émissions. Vous voyez que ici, c'est en milliards de tonnes de carbone. Dans la courbe noire, c'est ce qu'on a fait dans le passé. Et puis, là, ce sont des scénarios qui conduisent à des augmentations de la température moyenne de la Terre
qui vont de moins de 2 degrés jusqu'à 5 degrés, quelque chose comme ça. Et donc, ce sont des scénarios. Hein. Ce qui est en noir, c'est du réel, c'est passé. Le reste, ce sont des scénarios plus ou moins vertueux. Et le scénario bleu, c'est le scénario qui est censé être vertueux, c'est-à-dire permettre de rester en dessous de 2 degrés, comme augmentation de la température moyenne. Et alors, vous voyez deux caractéristiques, c'est que les émissions doivent être stabilisées dès maintenant. Donc, il faut qu'on soit au maximum dès maintenant, puis ça diminue. Et puis que même dans la deuxième moitié du siècle, on ait des émissions négatives. C'est-à-dire que le scénario, pour réaliser le 2 degrés, imagine qu'on va être capable d'avoir des émissions négatives. Alors comment on peut avoir des émissions négatives? Eh bien, soit en tirant directement le CO2 de l'atmosphère, ou bien en développant la biomasse, puisque la photosynthèse, la croissance des plantes, ça absorbe du CO2, donc il faut accroître la biomasse. Il ne suffit pas simplement une forêt à l'équilibre, c'est deux du point de vue CO2, parce qu'il y a la photosynthèse, mais il y a les gens qui meurent et qui relarguent le CO2, donc il faut développer la forêt pour que, effectivement, le rôle de puits de CO2 joue à plein. Donc, il y a aussi la technique de capture et stockage du CO2 de l'atmosphère, où on récupère le CO2 à la sortie des usines, et puis on se purifie, et puis on essaie de l'enfouir quelque part. Ou bien, encore une fois, comme je disais, il y a des gens qui réfléchissent à des choses comme ça, c'est un laboratoire, de récupérer directement, de tirer directement le CO2 de l'atmosphère. Et puis après, ils vont faire quelque chose, c'est tout un sujet. Mais voilà, donc cette trajectoire vertueuse, on est mal parti pour la voir. Et ça, c'est une autre figure qui est tirée du même rapport. Et alors là, ce qui est mis en abscisse, c'est le total des émissions de CO2 anthropiques cumulées depuis 1870. Donc c'est en milliards de tonnes. C'est du CO2 et pas du C. Tout à l'heure c'était du C, 10 milliards, ici c'est CO2, donc le CO2 c'est 44, C c'est 12, donc le rapport 44 sur 12, ça fait 3,7, comme ça. Et donc c'est ça l'origine des chiffres. Ils utilisent ces deux unités selon les figures dont on fait attention. Mais en gros, cette figure-là, elle est intéressante parce qu'elle vous dit qu'il y a un budget carbone. Si on ne veut pas dépenser telle ou telle température, eh bien, il y a un budget qu'il ne faut pas dépasser. Et vous voyez que alors, le noir, c'est ce qu'on a fait. Le bleu foncé, ici, c'est ce qui permet de rester en dessous de 2 degrés. Et vous voyez que, effectivement, la température sature. Et puis, on est à peu près à 800 tonnes, gigatonnes de carbone. Le budget total, c'est 800 tonnes de carbone, multiplié par 3,7. Donc, compte tenu de ce qu'on a déjà émis, eh bien, on n'a plus que 900 gigatonnes de carbone à émettre, si on veut rester en dessous de 2 degrés. Et 200 gigatonnes de carbone, ça paraît un gros chiffre comme ça, mais on en émet 40 par an. Donc 40, vous voyez qu'en moins de 25 ans, le budget est épuisé. Et ça suppose d'avoir résolu une question gigantesque. C'est d'avoir substitué aux 80% d'énergie fossile que nous consommons, des énergies non carbonées en moins de 25 ans. On peut faire ça. C'est une vraie question. Donc ça va être difficile de toute façon, et il faut tout regarder. Les sources d'énergie, mais pas seulement, les économies d'énergie, tout ce dont on parle, dépenser moins, mieux gérer, recycler, etc. Toutes ces pistes-là, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, tout ce que vous voulez, il faut tout regarder parce que c'est un problème que l'humanité ne s'est jamais posé. Voilà où nous sommes. Alors, il faut s'intéresser à l'énergie, donc à cause de ça, mais pas seulement à cause de ça. Oui, bon, ça c'est des données qu'il faudrait actualiser, parce que 2011. Mais vous voyez qu'entre 1973 et 2011, en pourcentage, les énergies fossiles sont toujours restées aux alentours de 80% de l'énergie primaire que nous consommons, avec les répartitions un peu, qui varient un petit peu, un peu moins de pétrole, un peu plus de gaz, plus de charbon, etc. Mais en gros, c'est 80%. Le nucléaire, depuis les années 70, il a été multiplié par 5 ou 6, mais ça reste quelque chose de faible. L'hydraulique, à peu près stable, la biomasse, à peu près stable, et les autres, tous les autres, c'est-à-dire c'est le solaire, ce dont on parle beaucoup, le solaire, l'éolien, machin, donc c'est pas la carte. Alors, une autre chose, une autre raison pour laquelle il faut s'intéresser à l'énergie, c'est la chose suivante.
quand vous tracez le PIB mondial en milliards de dollars, donc à l'heure actuelle, il n'y a pas le point, mais je crois que c'est 75 000 milliards de dollars, le PIB mondial, pour une consommation énergétique qui est de 13 gigatètres, donc milliards de tonnes équivalent pétrole. Et si vous tracez ça sur 50 ans, vous voyez qu'il y a une corrélation extraordinaire entre le PIB et la consommation énergétique. Pour avoir cette corrélation, il ne faut pas exprimer la consommation énergétique en dollars, parce qu'il y a des fluctuations gigantesques, etc. Il y a des opérations les prix ne sont pas fiables, mais les quantités physiques, elles sont fiables. Et quand vous voyez cette corrélation, ben, ça pose une question. Comment ça se fait que ça marche comme ça? Mais ça marche comme ça. D'accord? Il y a une très forte corrélation. Et ce dont on parle, quelquefois, on entend parler, c'est la décorrélation entre la consommation d'énergie et le développement. Ben, en tout cas, sur le PIB, c'est très très directement lié, et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est lié, du point de vue de la physique. Pourquoi c'est lié? C'est une égalité, que ça doit être comme ça. Alors, la pente en question, c'est pas une constante de la nature. C'est pas comme la vitesse de la lumière, ou la constante de Planck, ou la constante de Boltzmann. Parce que ça caractérise la façon de faire du PIB. Vous pouvez utiliser plus ou moins bien l'énergie. Vous pouvez avoir des centrales très sales qui gâchent beaucoup, il y a beaucoup de pertes, etc. Puis vous pouvez être astucieux. Et puis... Donc, la pente représente l'efficacité énergétique de la société. Alors là, c'est la moyenne mondiale, mais si vous regardiez pays par pays, par exemple l'Allemagne, eh bien on s'aperçoit que dans les années 90, après la réunification, il y a eu une augmentation de l'efficacité énergétique qui fait que la pente s'est complètement redressée. Il y a même eu du PIB sans augmenter la consommation d'énergie parce qu'ils ont augmenté l'efficacité énergétique. Donc, mais si on moyenne sur l'ensemble du monde, alors il y a cette corrélation. Mais encore une fois, ça n'est pas une constante de la nature. Cette corrélation entre PIB et énergie, elle est très fine. Elle se voit même quand on regarde les variations relatives du PIB d'une année à l'autre et les variations relatives de la consommation d'énergie. Donc, variation du PIB, c'est en noir, et l'autre, c'est l'énergie. Donc, si on traçait l'un en fonction de l'autre, ça serait ce que les économistes appellent l'élasticité du PIB par rapport à l'énergie. Je change 30% de la consommation d'énergie, tac, ça me donne 30% sur la variation du PIB. Et alors, vous voyez que c'est extrêmement bien corrélé, quoi. Donc, pourquoi c'est tellement corrélé? Donc, on va y revenir. Alors, on va y revenir en se posant la question, qu'est-ce que l'énergie? Vous le savez, bien sûr, parce que vous êtes des scientifiques, donc voilà. Mais ça vaut le coup quand même d'y revenir, parce que quelquefois, quand on est tellement familier d'une notion, on ne sait plus exactement, voilà, s'il faut l'expliquer à quelqu'un d'extérieur, on commence à être gêné, on ne sait pas trop comment le raconter. Alors je vais vous proposer un peu. Alors, le premier truc, c'est les pièges de la langue. On parle de l'énergie comme s'il s'agissait d'une chose. Elle est produite, elle est vendue, elle est consommée. Le bien-être des sociétés, c'est toujours accompagné d'une consommation croissante d'énergie, par exemple la relation PIB-énergie que vous avez vue là-bas. Les aliments ont un contenu énergétique qui se lit sur la boîte. Vous prenez une boîte de cornflakes, sur le côté, vous avez le contenu énergétique. Mais si vous versez les cornflakes, vous allez sortir des cornflakes, mais vous ne voyez pas le contenu énergétique. Et puis le contenu énergétique, en fait, comme nous, on ne métabolise pas la cellulose, il est relatif aux cornflakes qui sont dedans. Mais si vous le donnez à une vache, elle va manger la boîte aussi parce qu'elle métabolise la cellulose. Le contenu énergétique de la boîte de cornflakes pour une vache, c'est pas le même que pour nous. Donc, ça pose une question. Qu'est-ce que ça signifie exactement, ce contenu énergétique qu'on voit sur le truc des aliments? C'est pas une chose, en tout cas. Et la relativité, même, quand on est physicien, on dit, égale MC2. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse peut se transformer en énergie. Ah oui, mais si la masse peut se transformer en énergie, c'est que l'énergie est de même nature que la masse. Donc, c'est quelque chose de réel. Et donc c'est un raccourci de langage, il y a plein de raccourcis de langage, et il ne s'agit pas ici de faire la police des mots, mais il y a plein de raccourcis de langage, dans toutes les disciplines d'ailleurs on fait des raccourcis de langage, parce que ça permet de penser plus vite, mais il y a des moments où il faut quand même remettre les choses à plat, et puis voir qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Donc en fait, la matière ne se change pas en énergie. C'est le contenu énergétique de la matière qui peut se retrouver comme contenu énergétique de quelque chose d'autre, par exemple des photons, par exemple d'autres particules, etc. Et c'est toujours le contenu énergétique, c'est pas la matière, c'est le contenu énergétique de la matière qui se transforme.
Alors, donc, si c'est pas une chose, qu'est-ce que c'est? Alors, prenons un exemple. Non, avant de prendre l'exemple, on va... Bon, voilà, oui, allons-y. Donc, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même s'il y a un contenu énergétique qui est marqué sur les boîtes d'aliments, on ne vit pas d'énergie. On vit de transformer la matière. Regardez tout ça, c'est la matière qui a été transformée. Et la nourriture, c'est pareil. On se nourrit et on va faire subir, parce qu'on est un réacteur chimique, on va faire subir aux aliments des transformations chimiques. Et les transformations chimiques chez nous, encore une fois, ce n'est pas les mêmes que chez la vache, donc c'est nos transformations chimiques. Et ces transformations chimiques vont avoir trois fonctions. D'une part, nous maintenir à 37 degrés, d'autre part, renouveler le matériel biologique, les cellules, etc. Et puis nous permettre de respirer, le cœur qui bat, faire des efforts, du vélo, machin, etc. Alors, mais ce sont les transformations chimiques qui sont à l'origine de ça et qui font ça. Prenez n'importe quel exemple, l'industrie, l'agriculture, les transports, l'électricité, etc. À chaque fois, c'est de la transformation de la matière. Alors, l'énergie, en fait, tant qu'il s'agit de décrire les transformations de la matière, on n'a pas besoin du concept de l'énergie. On peut très bien s'en passer. Quand je prends un trousseau de clés, là, c'est bien un crayon, un trousseau de clés, et puis que je le lâche, eh bien, je peux décrire ce qui se passe sans utiliser le vocabulaire de l'énergie. Il perd de l'altitude, il gagne de la vitesse. Pourquoi il perd de l'altitude? Parce qu'il y a une force qui existe entre la Terre et cet objet-là. Et puis il gagne de la vitesse parce que quand on soumet un objet à une force, eh bien son état de mouvement change. Donc, voilà la mécanique. Et donc, pour décrire ce qui se passe, j'ai pas besoin de vocabulaire de l'énergie. Quand est-ce que j'ai besoin du vocabulaire de l'énergie? Eh bien, quand je pose une question vicieuse, qui est... Oui, ça, on va revenir à ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah, c'est mis dans le mauvais ordre. Voilà, c'est ça. Un corton, il perd de l'altitude, il gagne de la vitesse. Maintenant, on peut poser la question vicieuse, y a-t-il un rapport entre cette perte et ce gain? Je perds de l'altitude, je gagne de la vitesse, est-ce qu'il y a un rapport quantitatif entre ces deux choses-là? Alors la réponse est oui, vous savez, il y a un rapport quantitatif qui s'exprime sous la forme d'une loi, enfin d'un théorème, disons, qu'on démontre à partir des lois de la mécanique, qui est que le produit de la masse par l'accélération de la pesanteur par la perte d'altitude est égal à 1,5 par un tiers, par un quart, 1,5 de la masse par carré de la vitesse. Et c'est tellement remarquable d'avoir une relation quantitative, c'est pas une relation entre choses, hein, c'est une relation mathématique, entre quantités abstraites, des concepts qui vivent dans la tête des gens. C'est tellement remarquable que, évidemment, on va donner des noms à chacune de ces choses-là, et là s'introduit le vocabulaire de l'énergie. Le MGH, on va appeler ça l'énergie potentielle gravitationnelle, qui est associée à la position relative de l'objet et de la Terre, et puis l'autre, c'est l'énergie associée à l'état de mouvement, donc on va appeler ça l'énergie cinétique. Mais vous voyez que cette relation-là, elle vous permet d'accrocher des nombres aux transformations de la matière. Il y a un changement d'état physique entre le trousseau de clés et la Terre, il y a un changement d'état physique. L'état physique en mécanique classique, c'est la position de la vitesse, donc les positions changent, l'état de vitesse change, donc il y a un état physique qui a changé, et cette transformation physique, je peux lui accrocher des nombres dessus, et c'est là, c'est à ça que sert le vocabulaire de l'énergie. Donc l'énergie, c'est une quantité abstraite de la nature mathématique qui permet d'accrocher des nombres aux transformations de la matière. D'accord? Et tous les systèmes sont comme ça. Alors à quoi ça sert d'accrocher des nombres aux transformations de la matière? Ben, ça permet de dimensionner les systèmes énergétiques, quoi. Par exemple, si je fais une centrale hydraulique, eh bien j'ai un réservoir là-haut, donc j'ai du MGH qui est lié au niveau de précipitation ou de fonte des neiges, etc. là-bas. Et puis ensuite je fais passer ça dans des tuyaux, donc, je perds de l'altitude, je gagne de la vitesse, et puis cet état de vitesse, je vais le transférer à une machine tournante, et puis ensuite j'ai un système électromécanique, et finalement j'ai des électrons qui bougent dans un conducteur. Donc, là, ce que je peux faire en termes de puissance ou d'énergie, contenu dans les électrons du conducteur, ça a pour origine le MGH que j'ai au départ. Donc, je peux dimensionner les choses, en repérant ensuite les pertes, etc., comment l'énergie se transforme et tout.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des nombres, bien sûr. Bon, alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, je reviens à cette courbe-là. Donc là, l'étoile, c'est le dernier point. Aujourd'hui, on est à 13 gigatètres de consommation d'énergie pour un PIB mondial qui est aux alentours de 75 000 milliards de dollars. Et finalement, vous voyez, si on dit l'énergie, c'est associé aux transformations de la matière, alors le PIB aussi, c'est associé aux transformations de la matière, puisque le PIB, ça représente le flux associé à la production pendant une année. J'enlève les mouvements spéculatifs, les fluctuations, etc., qui correspondent à rien de physique. Mais disons, c'est la somme des flux monétaires pendant une année. Et donc, vous voyez que... Mais ces flux monétaires, c'est associé à la production de biens ou de services, donc à des transformations de la matière. Donc, la transformation de la matière donne naissance à deux types de comptabilité. Une comptabilité en termes de PIB, une comptabilité en termes de bilan énergétique. Et le passage de l'un à l'autre, c'est un simple changement d'unité. C'est tout. Un simple changement d'unité, ben donc voilà, je change d'unité, ben j'ai une droite. Simplement, c'est pas une constante fondamentale de la nature parce que, encore une fois, on peut être plus ou moins astucieux dans l'utilisation de l'énergie. Donc il y a des pertes toujours, etc. On peut les réduire ou pas. Et on pourrait d'ailleurs tracer une courbe dans laquelle il n'y ait pas l'énergie primaire qui soit là, mais ce que certains appellent l'exergie ou l'énergie utile pour les usages dans lesquels on a enlevé les pertes. On aurait aussi quelque chose à dire. Donc vous voyez, cette courbe-là, qui est en discussion chez les économistes, en fait, elle est absolument triviale. C'est juste un changement d'unité. Bon. Alors, on peut élaborer sur les variations du PIB, etc. Mais je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais juste garder cette figure, regarder un instant cette figure avec vous. Donc ça, c'est la consommation d'énergie par habitant mondiale, par habitant, depuis les années 1880 jusqu'à maintenant. Et vous voyez qu'il y a deux périodes, en gros. Enfin, il y a une croissance très rapide jusqu'au premier choc pétrolier, au choc pétrolier des années 1970. Et puis après, vous avez quelque chose qui est plus, une pente moyenne qui est vraiment plus faible. Et ça dit que les taux de croissance, ça rencontre, si vous voulez, mais ça aussi c'est en débat hein, parmi les économistes, mais comment ça se fait que les taux de croissance sont faibles maintenant? C'est difficile d'atteindre 12 degrés, de 2%, enfin, je ne parle pas de la Chine ou des pays qui sont en développement intensif, et justement parce qu'ils ont une croissance énergétique, de la consommation énergétique extrêmement rapide. Mais chez nous, vous voyez, l'énergie par habitant n'est pas vraiment constante, mais presque. De toute façon, ça c'est une moyenne sur l'ensemble du monde. Et la bosse qu'on a vers la fin, là, c'est la consommation plein pot de la Chine en charbon. Donc c'est ça qui donne cette bosse. Mais sinon, ça veut dire qu'il y a bien une augmentation de la consommation énergétique, mais qui compense simplement l'augmentation de la population. Pas beaucoup plus. Et c'est ça, pour certains, qui rend compte du fait que les taux de croissance sont plus faibles qu'il y a eu dans les périodes précédentes, et que peut-être il faut envisager cette transition énergétique dont on parle, qui est sous-jacente ici, à taux de croissance constant. Et évidemment, à taux de croissance constant, c'est plus difficile à faire que si on a plein de réserves d'énergie, ce qu'on veut, on est libre de tout ça. Donc c'est une contrainte. C'est un truc important. Donc si vous voulez, avant 1980, vous aviez des taux de croissance qui étaient de 3,5, égale 1 plus 2,5, et ce 1, c'était l'augmentation enfin le contenu énergétique du PIB. Non, c'est l'efficacité, pardon. Oui, c'est ça. PIB sur énergie, c'est l'efficacité énergétique. Donc, on augmentait l'efficacité énergétique. Et puis, il y avait, avant, une énergie sur POP, c'est l'énergie par habitant, qui augmentait beaucoup, 2,5 points par an. Et maintenant, ça, c'est réduit. Et donc, vous avez moins de croissance aujourd'hui. Et c'est moins une question de bonne volonté des gens, ou de compétences des dirigeants qui sont là, qu'une question de contrainte énergétique. Et au Japon, il n'y a pas de croissance.
Bon. Alors, donc l'énergie, donc ça on l'a vu, unité de compte des transformations de la matière. Alors, comment caractériser les systèmes énergétiques? Donc c'est ça, les concepts clés, je crois, c'est donc ce qu'on appelle EROI en anglais, EROI, Energy Return on Energy Invested, qui pourrait se traduire par taux de retour énergétique, mais TRE, c'est pas joli, TRE. Donc les gens gardent EROI. Et puis après, des couples de notions, énergie puissance, stock et flux, source concentrée, source diluée, source pilotable, source intermittent, stockage de l'énergie. Et puis, il y aura, oui, donc voilà. Ok. Donc on va passer par ça, mais sans traiter les choses au fond, parce que j'ai pas le temps, et puis que c'est pas l'objet, mais simplement pour voir pourquoi ces concepts-là sont vraiment ceux qu'il faut avoir présents à l'esprit quand on discute des systèmes énergétiques. Et donc après, quand on lit des scénarios. Alors, ceci est un oiseau. Alors, les oiseaux, ils passent leur temps à bouffer. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux à sang chaud et qui sont petits. Et donc le rapport surface-volume est grand, ils perdent de la chaleur par la surface, même s'ils ont des plumes, et puis le métabolisme, c'est dans le volume. Et quand vous avez un rapport surface sur volume qui est grand, vous perdez beaucoup, donc il faut manger ce soir. Mais il n'y a pas que ça, donc il faut qu'ils mangent pour compenser les pertes, mais pas que. Parce qu'il faut qu'ils puissent voler, qu'ils construisent un nid, qu'il ait des petits qui les nourrissent, et puis qu'ils chantent un peu de temps en temps. Et tout ça, ça coûte de l'énergie. Donc en fait, il faut que l'énergie qu'il va récupérer par la nourriture compense les pertes, mais au-delà, il faut qu'il puisse récupérer plus que la dépense énergétique. Il faut que ce qu'il va récupérer en énergie soit plus grand que l'investissement pour aller la chercher. Et donc cette notion-là, en fait, elle est valable pour tous les systèmes vivants, y compris pour nous, pour nos systèmes énergétiques. C'est-à-dire qu'une grandeur qu'on ne regarde pas assez souvent, mais c'est pas très simple à regarder, je vais vous dire en deux mots pourquoi, mais quand on discute des systèmes énergétiques, c'est ça. Pour avoir de l'énergie, il faut en dépenser. Pour avoir un baril de pétrole, le baril, il est là, on n'a rien fait pour, donc lui, il est gratuit. Hein, c'est comme le vent ou l'eau, c'est gratuit. Le pétrole, il est gratuit. L'uranium, il est gratuit. Le charbon, il est gratuit. On n'a pas payé pour le mettre là. Mais simplement, il va falloir aller le chercher. Et pour aller le chercher, ben, il faut dépenser de l'énergie. Il faut des camions, des machins, des trucs, des trous, etc. Puis après, c'est pas tout. Parce qu'il faut le purifier. Il faut comment on dit, raffiner. Voilà. Il faut le raffiner. Et puis une fois qu'il est raffiné, il faut le transporter là où il va être utilisé. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis il faut qu'il soit transporté là où il va être utilisé. Et puis c'est pas seulement, mais il faut que ensuite les gens puissent s'en servir. Donc il faut qu'il y ait un système routier qui soit là. Sinon, ça ne sert à rien non plus. Donc vous voyez que le périmètre de l'énergie investie, c'est pas juste d'aller sortir le pétrole de la terre, c'est toutes ces phases de transformation qui font que finalement, ce pétrole, il va servir à déplacer des gens. Et donc, vous voyez qu'il est absolument essentiel de regarder maintenant, quand vous regardez la société dans son ensemble, comment elle fonctionne, il y a un secteur énergétique qui a besoin d'énergie pour fonctionner, et une fois qu'il a pris l'énergie pour fonctionner, eh bien, il reverse l'excédent au reste de la société, et on peut avoir des salles de conférences, des salles de concert, des concerts rock, et des machins, des trucs de tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est l'excédent. Mais donc, il faut que l'énergie nette, c'est-à-dire la différence entre l'énergie dans la source que vous avez mise en valeur, moins l'énergie dépensée pour la récupérer, et tous les services qui font que ça fonctionne, eh bien, cette énergie nette, il faut la regarder, il faut regarder ce que c'est. C'est important. Et donc c'est ça, la logique de Leroy, c'est de regarder cette quantité-là. Alors, c'est tout un sujet, ça serait toute une conférence. Je vous donne juste un résultat qui est fait par un groupe allemand, qui a été publié récemment par un groupe allemand, dans lequel ils regardent Leroy. Donc le rapport, c'est le rapport entre l'énergie sortie et l'énergie investie. C'est le rapport des deux. Voilà. Et donc vous avez... Alors, le Economical Threshold, je vais vous dire ce que c'est. Donc, vous avez le PV, le photovoltaïque, la biomasse, le vent, le solaire, les centrales à gaz, le charbon, l'hydro et le nucléaire.
Et ensuite, vous avez buffered et unbuffered. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand vous prenez, on va regarder ça tout à l'heure, quand vous regardez le courant électrique qui sort d'une éolienne, c'est pas du vrai courant électrique encore, parce qu'il fluctue avec les aléas du vent. Or, un réseau électrique, ça fonctionne avec de la puissance garantie. Et donc, il faut que vous corrigiez les fluctuations de l'éolien par une source qui va faire que vous allez délivrer au réseau quelque chose qui est garanti. Le soleil, l'expérience montre qu'il ne brille pas la nuit, et donc, quand vous mettez en place une puissance solaire importante, eh bien, il faut dire ce que vous allez faire le soir, la nuit, etc. Quel va être le backup derrière. Alors, le buffered, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire compenser des fluctuations. D'accord? Et c'est pour ça que, par exemple, regardez le solaire, CSP, donc solaire, CSP, c'est solaire à concentration. Et bah évidemment, le buffered est moins élevé, l'IROI est moins élevé que le unbuffered, parce que vous avez dépensé d'énergie pour le système qui lisse la production. Alors, donc vous voyez que le solaire PV, alors, il progresse, hein, le solaire PV. Donc ça, c'est un papier qui est sorti il y a 2 ans. Donc ça veut dire que les statistiques, c'était il y a 4-5 ans, etc. Et en 4-5 ans, le PV, il a fait des progrès. Donc ça, c'est pas non plus des constantes de la nature, c'est des choses qui évoluent. Mais vous voyez que le solaire PV, il est très faible, la biomasse est très faible, le vent est mieux, mais buffered, il n'est pas terrible. Le solaire CSP, lui, il sort. Et puis ensuite, vous avez le reste, et puis le nucléaire qui est très bon, mais ça reflète simplement le fait que, on en parlera aussi, que c'est l'énergie la plus concentrée qui soit. C'est-à-dire une réaction nucléaire, ça dégage des centaines de millions d'électronvolts, comparé à une énergie chimique, à une transformation chimique, où l'échelle d'énergie, c'est l'électronvolt. Donc vous avez un rapport de 100 millions entre les deux, et c'est ça que ça traduit. Alors, voilà. Donc ça, c'est tout un sujet, hein, encore. Vous vous rendez bien compte que c'est important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez, que... à l'heure actuelle, toutes les sources décarbonées, enfin les sources renouvelables, en quelque sorte, renouvelables, qui n'ont pas de très bons IROI, si elles se développent, c'est parce que la société fonctionne avec 80% de fossiles qui ont de très bons IROI. Donc c'est parce qu'ils sont adossés à ces sources d'énergie qu'ils peuvent se développer. Mais à eux seuls, à l'heure actuelle, ces sources-là ne sont pas capables de faire fonctionner la société telle qu'on la connaisse. Alors on peut dire, on va la changer, la société. Mais en tout cas, il faut se rendre compte de ça. Vous voyez ? Que pour le moment, ça ne... c'est pas... et le problème, je rappelle, c'est 80% d'énergie fossile qu'il s'agit de substituer avec des sources non carbonées. Alors, énergie-puissance, bon, ça c'est des choses que vous savez bien, faire la distinction entre énergie et puissance. Alors, quelques exemples numériques. Où est-ce que j'en suis du temps? Il vous reste peu de temps. C'est vrai? C'est pas un chiffre. Oui. Combien? 15 minutes. Ah, 15 minutes, bon, ça va encore. Aïe, 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 bon. Alors, quand on discute avec des gens qui ne sont pas scientifiques, il faut donner des chiffres qui sont un peu limités. Alors, le métabolisme de base d'un individu, c'est intéressant. En gros, la nourriture, il faut que le contenu énergétique soit à peu près 2500 kcal par jour. Ça fait 10 millions de joules et ça fait une puissance de 120 watts. Moyennée sur la journée, c'est 120 watts. Donc on est chacun une petite ampoule, on rayonne dans l'infrarouge, et c'est pour ça que la température monte et que dans les avions, il n'y a pas besoin de réchauffer les gens, ils réchauffent la cabine. 120 watts. Donc c'est intéressant ce 120 watts. Maintenant, le travail fourni par le corps humain, prenez une balade en montagne. Bon, une balade en montagne, quelqu'un qui n'est pas entraîné, en gros, il fait du 300 mètres à l'heure, le dénivelé. C'est là qu'on fournit l'effort, c'est le MGH qu'il faut fournir. Alors, si vous faites ça pendant 8 heures, vous serez crevé. D'accord? Donc, je prends quelqu'un qui pèse 70 kg, c'est pas moi. 8 fois M, G, 981, disons 10, et puis 300 mètres de dénivelé en 1 heure, ça fait 1 700 000 joules, divisé par ce qu'il faut pour avoir des kilowattheures, et ça fait 0,5 kWh. Donc, ce qu'on est capable de fournir, c'est 0,5 kWh. Pour une journée.
l'énergie contenue dans la litre d'essence, c'est 10 kWh, et ça coûte 1,5 €. Et donc, si on fait fonctionner une machine comme ça pendant 8 heures, c'est l'équivalent de 160 êtres humains. Donc, oui, c'est plus la peine d'avoir des esclaves, quoi, parce que c'est beaucoup plus rentable de faire ça. Vous vous rendez compte, c'est simplement. Donc, il faut vraiment se rendre compte de ça, c'est-à-dire, tout ce qu'on a autour de nous, c'est parce qu'on a des sources d'énergie, d'une part, qui sont pas chères, et qui sont extrêmement plus efficaces que le corps humain, ou même les bœufs et les chevaux. Et donc c'est des facteurs de plusieurs centaines, voire de milliers, quand il s'agit de grosses machines, qui ont permis quoi? Qui ont permis de transformer, qui ont augmenté la capacité de transformation de la matière, c'est-à-dire d'avoir des niveaux de vie élevés. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire on a à notre disposition beaucoup de choses. Voilà, un bel ampli comme ça, avec des phares là-bas, des images, des ordinateurs, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça, d'accord? Et c'est pas cher, c'est-à-dire que si vous regardez la part de l'énergie dans le PIB, alors en termes monétaires cette fois-là, c'est entre 5 et 10%. Ce qui veut dire aussi que l'IROI moyen, c'est-à-dire le taux de retour énergétique, vous voyez, le secteur énergétique prend, exprimé en monnaie et pas en joules, mais c'est pour aller vite, il prend entre 5 et 10% du PIB, ça veut dire que le IROI est dans le rapport 1 à 15, en gros. Puisque, vous voyez, 7, 15 fois 7, ça fait 100. Donc, les sociétés modernes, elles fonctionnent avec des IROI moyens des sources énergétiques qui sont de l'ordre de 15, 10 et 15. Et donc, quand on regarde l'IROI des différentes sources à notre disposition, ben, il faut avoir ça en tête. Sinon, ok. Alors, bon, à quoi ça sert de savoir qu'on a une puissance de 120 watts? Eh bien, par exemple, si on se dit, ah, est-ce que je ne pourrais pas remplacer le pétrole par des agrocarburants? Alors, en moyenne, l'humanité consomme une puissance de 2,4 kW. Comment on obtient ça? Ben, c'est simplement 13 gigatèmes. Une tête, c'est 42 gigajoules. Et puis, c'est par an. Donc, une année, c'est 3,7 secondes. Donc, vous faites l'un divisé l'un par l'autre. Par le nombre d'habitants, 7,5 milliards. Et donc, ça fait 2,4 kW de puissance par individu. Et le quart, c'est pour les transports. Donc, ça fait 600 watts. Alors, si vous voulez remplacer le pétrole par les agrocarburants, eh bien, il faut assurer ces 600 watts. Ouais. Mais l'agriculture, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle assure? L'agriculture, elle assure les 120 watts dont chacun a besoin. Autrement dit, si vous voulez remplacer le pétrole par des agrocarburants, il faut assurer 5 fois ce que l'agriculture aujourd'hui fournit en termes d'alimentation et d'élevage. Et donc vous voyez tout de suite que c'est échec et mat, on ne le fera jamais. Voilà, parce que ça veut dire 5 fois la superficie, 5 fois plus d'intrants, 5 fois plus d'eau, 5 fois plus de machines, etc., etc. Donc on ne le fera jamais. Donc les agrocarburants, on en fera, mais ça sera toujours une petite partie de l'énergie qu'on utilisera pour les transports. Donc vous voyez, avoir ces sortes de grandeurs-là, ça fournit des clés comme ça qui claquent, qui permettent d'avoir une appréciation des choses avec quelques règles de 3, sans connaître le détail des choses. Alors, stocker flux. J'ai plus de 10 minutes, c'est vrai? Non, j'ai plus qu'un quart d'heure, c'est ça que vous avez dit? C'est normal, c'est comme la construction. D'accord. Alors, énergie de stock. Stock et flux. Ouais, alors, stock et flux. Pourquoi c'est important ces notions-là? Il faut vraiment avoir ces idées présentes à l'esprit. C'est vraiment très très important, sinon on est à côté de la plaque sur ces questions d'énergie. Donc, énergie de stock, c'est des trucs épuisables. Pétrole, gaz, charbon, nucléaire. Ça s'est constitué pendant des centaines de millions d'années. Le nucléaire, c'est même l'uranium, c'est même l'explosion de la supernova qui a certainement donné naissance l'explosion de la supernova qui a donné naissance à notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Donc c'est des trucs qui se renouvellent un peu, mais à un rythme tellement lent qu'on peut considérer que c'est un stock fini dans lequel on puise. Et la question pour ces énergies de stock, c'est combien il y en a et à quel rythme on est capable de l'extraire. Taille du robinet. Donc c'est pas juste le réservoir, mais c'est le robinet aussi. Ensuite, vous avez les énergies de flux, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, la biomasse, les énergies marines. Et là, évidemment, c'est inépuisable, voire renouvelable. La biomasse, si on plante, ça se renouvelle. Les autres, il n'y a pas besoin de rien faire, elles ne sont pas renouvelables, elles sont juste inépuisables. Ce sont des flux.
qu'on ne contrôle pas. Donc c'est inépuisable, mais le flux, on ne le contrôle pas. Personne, il n'y a pas de robinet qui permet d'augmenter le rythme des réactions de fusion nucléaire à l'intérieur du Soleil. Voilà, elles sont ce qu'elles sont, et puis il nous arrive une certaine quantité d'énergie, c'est 170 watts par mètre carré une fois parvenu au sol, et puis c'est comme ça, et puis le flux géothermique, ben, c'est 0,1 watt par mètre carré, et puis c'est comme ça. Et puis voilà, le vent, on ne commande pas à Éole il fait ce qu'il veut, etc. Donc ce sont des énergies inépuisables, mais il y a des flux. Et ces flux, on ne les contrôle pas, donc il est très important, là, la question c'est pas, donc, quand est-ce qu'il n'y en aura plus, il y en aura toujours, mais la question c'est, comment ces flux, ils sont comment on les caractérise? Du point de vue de l'intensité, du point de vue des fluctuations de ces flux, ou de la variation de ces flux. Donc c'est deux types de questions différentes, mais qu'il faut poser. Alors, donc les énergies de stock, évaluation des réserves, des ressources, et l'échelle de temps de leur épuisement. Donc il faut savoir quand est-ce que, puisque ça va s'épuiser, donc à un moment on n'utilisait pas, puis il y a un moment il n'y en aura plus, donc on utilise, donc ça va passer par un maximum, et puis ensuite ça va redécroître. Et la question c'est, où est le maximum? La question c'est pas quand est-ce qu'il y aura la dernière goutte de pétrole, c'est quand est-ce qu'on passe par le maximum, et que là, il risque d'y avoir des zones d'instabilité économique, parce que la demande d'énergie va toujours être là, mais on ne pourra plus fournir suffisamment, donc ça crée des tensions. Donc il faut savoir où se situer. Alors, donc il y a des méthodes pour essayer d'estimer ça, c'est pas simple, mais il y a des méthodes. Et ensuite, pour les énergies de flux, c'est ce que je vous disais, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans ces flux et comment se caractérisent ces flux. Alors, donc là je vais passer sur le modèle, c'est un truc pour... voilà, je vous donne juste un exemple de traitement dans lequel, voilà, en noir c'est le charbon, avec à partir des années 2000 la consommation de la Chine, c'est juste la Chine qui donne ce truc-là. Et puis ensuite les chocs pétroliers qu'on voit dans le rouge, là, dans les années 70. Et puis le gaz est en bleu. Alors on peut faire des modèles qui permettent de prévoir, compte tenu de l'estimation que donnent les géologues des ressources extractibles, on peut faire des modèles qui permettent d'extrapoler les choses. Alors, c'est très simple, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Le résultat, c'est celui-là, et il est remarquable parce que vous voyez que le pic du pétrole, bon, on y est, du pétrole conventionnel. Le pic du charbon, c'est pas dans 3 siècles, hein, c'est dans le siècle. Et le pic du gaz aussi. Donc, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des modèles qui permettent de réfléchir, mais en tout cas, qui tiennent compte du fait que l'intégrale sous la courbe, parce que là, ce qu'on montre, c'est la production par an en fonction des années, et donc l'intégrale sous la courbe, c'est la réserve qu'il y a, c'est la réserve exploitable. D'accord? Donc ça, c'est les géologues qui disent ça, ensuite il y a un modèle pour essayer d'extrapoler les tendances actuelles, et puis ça donne ça. Donc vous voyez que, indépendamment de la contrainte climatique, il y a un problème de ressources dans le siècle, hein. Même si on brûle tout ce qu'il y a à brûler, et donc on va avoir 6 degrés d'augmentation de la température, etc. Il y a quand même quelque chose pour les survivants, il y a quand même quelque chose qui se passe à la fin du siècle, c'est que, voilà, il n'y aura plus de ressources fossiles, en quantité comme on a maintenant. Alors, donc le charbon, on va passer, c'est du détail, ça aussi. Voilà. Alors, ça c'est très important. Puissance installée, puissance moyenne, puissance instantanée. Les réseaux électriques, le courant électrique c'est quoi? C'est un mouvement d'électrons dans un conducteur. Donc ça ne se stocke pas. Vous ne pouvez pas stocker le mouvement, sauf dans un courant un anneau supraconducteur. Bon, mais les réseaux ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc on ne peut pas stocker l'électricité, on peut stocker l'énergie. Mais comme on ne stocke pas l'électricité, il faut qu'à chaque instant, et en tout point du réseau, la production, au point X à l'instant T, soit égale à la demande. Et il y a beaucoup d'intelligence qui est mise dans les réseaux pour assurer ça, sans avoir à demander à chacun « Ah oui, tu as besoin d'une... Non, ah, d'accord, bon, alors je vais brûler un petit peu plus de charbon. » On contrôle la fréquence du réseau, et puis il y a des moyens très astucieux pour répondre à la demande, aux fluctuations de la demande, à l'échelle de la seconde, à l'échelle de la minute, à l'échelle de l'heure, à l'échelle de la journée, etc. Mais il faut réaliser ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle puissance installée? Un truc, c'est la puissance théorique lorsque l'installation fonctionne dans les conditions optimales. Quand on dit qu'on installe une éolienne de 6 MW,
Ça veut dire que dans les conditions optimales de vent, elle fournit une puissance de 6 MW. Mais ces conditions ne sont pas toujours remplies. Il y a même des moments où il n'y a pas de vent. Et donc, l'autre notion qui est importante, c'est la notion de puissance moyenne. Je regarde l'énergie délivrée pendant un an, je divise par le nombre de secondes dans un an, ça me donne la puissance moyenne. Et la puissance moyenne, en France, pour les éoliennes onshore, c'est aux alentours de 22-23%. Le rapport des deux. Pour le offshore, on monte jusqu'à 30-35%, etc. Les gens veulent construire des éoliennes plus grandes et qui prennent mieux le vent. Le vent est plus régulier en mer que sur terre, etc. Mais en gros, c'est ça. Mais il y a une autre notion, c'est la notion de puissance instantanée. C'est-à-dire la puissance moyenne sur un très bref intervalle de temps. Parce que, encore une fois, il faut remplir cette équation, que la production est égale à la demande à chaque instant. Et donc, quand vous avez des fluctuations, il faut dire ce que vous faites de ces fluctuations. Or, ces fluctuations, je vais vous les montrer. Voilà. Ça, je crois que c'est une figure très importante parce qu'elle montre ce que ça veut dire l'intermittence. Là, vous avez représenté la production éolienne sur toute l'Europe à partir des données de l'hiver 2010, extrapolées compte tenu des objectifs de chacun des pays. Et ces pays sont l'Allemagne et l'Autriche, l'Espagne, la France, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Et alors, il y a une idée de bon sens qui voudrait que, bon, bien sûr ça fluctue, mais que ça se moyenne, quoi. Parce que s'il n'y avait pas de vent ici, il y a du vent ailleurs, et s'il n'y a pas de vent, il y a du vent ici, il n'y en aura pas ailleurs, etc. Et tout ça, ça va se moyenner. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a un petit effet de Moyen-Âge, mais qui est tout petit. C'est-à-dire ça passe jamais à zéro, mais ça varie entre 4% et 60%. En gros, quelques pourcents, et puis 50-60% de la puissance installée. D'accord? Et donc, ça pose donc, ça, c'est le problème des sources intermittentes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est-à-dire, comment on compense ces fluctuations, encore une fois, parce que votre lampe ne peut pas la faire fonctionner comme ça. Ça veut dire que quand il y a du vent, il y en a partout, en Europe, et quand il n'y a pas de vent, il y en a nulle part. Et c'est normal, après tout, parce que quand vous regardez le bulletin météo le soir à la télé, vous voyez bien que les structures météorologiques, elles font des centaines de kilomètres de taille. Donc, tout ça, donc il y a des régimes de vent un peu dans le Pays Basque, etc., la vallée du Rhône. Hein. Mais en gros, vous avez un vent nord-sud qui est dominant et qui vous explique ce genre de choses. Et donc, ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, les structures de vent. Et ça c'est les vitesses de vent en mètres par seconde. Et qu'est-ce que ça produit comme truc? Imaginez qu'on ait besoin d'une puissance moyenne de 100 watts, de 100 gigawatts. Voilà. Alors, comme le facteur de charge est de l'ordre de 25%, il faut installer 400 pour avoir en moyenne 100. Il faut installer 400. Mais le minimum, qui est, disons, de l'ordre de 5%, quand vous êtes en vent minimum, vous aurez 20, alors qu'il vous faut 100. Et au maximum, 60% de 400, ça fait 240, vous avez 140 en trop. Et donc vous voyez que le problème à résoudre, je ne dis pas qu'il n'est pas résolvable, mais c'est un vrai problème à résoudre, c'est surtout d'ailleurs le problème des excès. Qu'est-ce que vous faites de cette puissance en trop? Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas assez de puissance? Alors pas assez de puissance, on peut toujours avoir du backup, d'autres sources d'énergie qui fournissent le creux, mais, alors vous pourriez dire, je vais l'exporter. Oui, mais non, parce que, comme tous les pays sont logés à la même enseigne, si vous avez besoin d'exporter, le voisin, il aura besoin d'exporter aussi. Et donc, il y a problème. Donc, le problème à résoudre, c'est que ces sources, si elles sont en petite quantité, c'est pas grave, on peut s'accommoder de tout ça. Mais si on en met beaucoup, on a ce problème à résoudre que, par nature, elles produisent des moments où il n'y en a pas assez, et elles produisent des moments où il y en a trop, et même beaucoup trop. Et c'est ce qui fait déjà que, sur le marché européen, il y a des moments où le prix de l'électricité, le prix de marché de l'électricité, il est négatif. Négatif. C'est-à-dire les producteurs d'électricité sont prêts à payer des clients pour qu'ils consomment de l'électricité, parce que ça coûte moins cher que de mettre des éoliennes en berne et de les redémarrer, etc. Donc c'est des problèmes à résoudre et qu'il faut avoir en tête. Alors... Ouais. Alors, oui, j'aime bien cette métaphore. Vous voyez, l'arbre, la vache et l'éolienne.
Quand vous promenez en forêt, vous voyez un arbre, ben vous dites c'est un arbre, vous ne dites pas c'est une planche. Ça peut devenir une planche, c'est une promesse de planche, mais c'est pas une planche. Pour que ça devienne une planche, il faut travailler, il faut couper l'arbre, débiter, faire sécher, machin, etc. Ça devient une planche. Ça y est, je passe mon temps. Bon, je vais aller directement à la dernière. Encore. Alors, donc, voilà, c'est pas une planche. Donc, il faut encore travailler, si vous voulez. Une vache, c'est pareil. Une vache dans un pré, c'est beau, c'est magnifique, etc. Mais c'est une vache, c'est pas un steak. Et si vous voulez que la vache devienne un steak, ben, il faut travailler. Il faut la prendre, il faut la tuer, etc. Et ça devient un steak sur les tables de reboucher. Préféré. Il faut manger moins de viande. Bon. Mais l'éolienne, c'est pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que l'éolienne, c'est une promesse de courant électrique. Mais c'est pas encore du courant électrique. Parce que ça fluctue et que les réseaux ne fonctionnent pas avec des... Enfin, avec majoritairement des sources qui fluctuent de cette façon-là. Donc il faut dire quel travail vous allez mettre pour compenser ces fluctuations. Donc on peut le faire, et c'est le problème du stockage, alors du backup ou du stockage. Alors, stockage. STEP, stockage électrochimique, hydrogène électrochimique. Si vous en parlez. Ça vous intéresse ? Il faut prendre des décisions. Hein. Alors, ouais. Alors, bon, on ne va pas entrer trop dans le détail, mais juste 2 points. La meilleure façon de stocker l'énergie, c'est par des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. Vous avez un barrage, eau, et bien au lieu de laisser filer l'eau dans la rivière, non, vous la récupérez dans un réservoir en barreau. Gardez-le. Et puis, donc vous produisez de l'électricité, et puis quand vous avez moins besoin d'électricité, la nuit, etc., eh bien, vous pompez l'eau vers le barrage d'eau. Et ça, c'est formidable, parce que vous gardez la réserve en haut. Alors, le barrage de Grand Maison en France, il fait ça, on a 5 gigawatts de STEP en France, sur les 25 gigawatts d'hydraulique installée. Et l'hydraulique en France, c'est extrêmement précieux parce que ça fonctionne au quart de tour, les rendements, c'est plus de 80%. Et donc, pour moduler, pour s'adapter aux fluctuations de la demande, avec le matin quand vous vous levez, le soir quand vous rentrez et que vous allumez les machins, etc., il y a des petites fluctuations qui sont de l'ordre de 50% de la puissance moyenne. Et bien ceci, en France, délibérément, ça a été construit comme ça dans les années 70, c'est géré par l'hydraulique. Mais si vous remplacez ces fluctuations de la demande par des fluctuations de la production, qui sont 5 à 10 fois supérieures en intensité, puisque si vous installez beaucoup de PV, vous avez des fluctuations qui vont de 0 la nuit à la puissance maximale que ça délivre. Donc, voilà. Et puis si vous avez l'éolien, eh bien, vous avez aussi des périodes sans vent, et des périodes d'anticyclone qui est installé, etc. Pendant 10 jours, vous avez peu de vent, ça ne produit pas, c'est l'hiver, et il faut se chauffer, etc. Donc, vous avez des fluctuations qui sont de l'ordre de grandeur, vous avez vu, entre 4% et 60%, donc vous avez des fluctuations qui sont de l'ordre de grandeur de la puissance installée, ou de la puissance moyenne, supérieure à la puissance moyenne. Et donc, vous voyez que le système, pour réguler cette production, c'est pas l'hydraulique qui va faire ça. Il peut le faire si vous en mettez pas beaucoup, mais si vous en mettez beaucoup, ça va pas marcher. Il faut faire ça autrement. Alors les batteries, est-ce qu'on peut faire les batteries? Juste un chiffre. La consommation d'électricité en France, c'est 550 TWh par an. Imaginons que je veux stocker 1%, 5 TWh. 3 jours de consommation, 1%. L'énergie contenue dans toutes les batteries au monde, c'est 500 gigawattheures. Et vous avez besoin, pour la France, pour 1%, vous avez besoin de 5 térawattheures, c'est-à-dire 10 fois. Donc vous voyez que le système des batteries, c'est formidable pour faire des machines, des voitures, et des machins, etc. Parce que vous avez des petites énergies, mais vous multipliez par le nombre de cycles, donc c'est formidable. Vous faites 1000 fois le cycle et c'est très bien. Mais ce n'est pas avec des batteries qu'on va gérer des fluctuations de ce genre. Alors, je vais à la fin. Grande maison. Électrochimique, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Ah oui, alors ça. Ah, oui. C'est vachement important en fait, l'énergie. Non mais il faut quand même que je m'arrête. Non, continuez. Bon alors je vais vous dire juste la fin. Voilà.
Mais si vous m'écrivez, je vous dirai la fin, je vous enverrai la fin. Le problème, c'est le suivant, c'est que si vous... Alors, tout ce qui défile, là, c'est la chose suivante. C'est vrai que je m'arrête, hein, je vous promets. C'est que, on a dit, la population, ça va être, en gros, 10 milliards d'individus, et puis ces 10 milliards d'individus, ils vont... voilà. Ces 10 milliards d'individus, il y en aura une plus grande partie dans les villes, et puis au périphériques des villes, et moins dans les campagnes. Ça, c'est une tendance lourde. Donc, la consommation d'énergie, elle va être plus que proportionnelle par rapport à maintenant. C'est plus que le rapport de 10 milliards à 7,5. Puisque les émergents vont émerger, et que les pauvres vont devenir moins pauvres. Donc, il y aura plus de choses. Alors, si vous faites une simple règle de 3 sur la consommation d'aujourd'hui, qui est 13 gigatef, vous tombez sur 17. Si vous dites bah, les émergents émergent, la Chine, l'Inde, le Brésil, machin, etc., vous tombez sur entre 20 et 25. Et je ne vois pas comment, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire s'il y a des guerres, des trucs, des machins, etc., donc ça, personne ne sait prévoir. Mais dans une évolution pacifiée, je ne vois pas comment la demande d'énergie pourrait être beaucoup inférieure à 20 ou 25 gigatef. Or, quand vous regardez les scénarios énergétiques des gens qu'on aime bien, c'est-à-dire qui veulent pousser tous les curseurs avec l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, etc., etc., en fait, ils ne remplissent jamais cette contrainte. Là, vous avez un scénario qui est, vous voyez, où on se débarrasse de tous les fossiles, et puis du nucléaire, et puis la consommation énergétique en 2050, en gros, elle est plus petite que celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas. Compte tenu de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que, vous voyez, la relation PIB, énergie, etc., quoi. Vous avez... alors vous avez des petites phrases comme ça sur un texte de 400 pages, vous voyez, dans lequel on vous dit « The economy of existing infrastructures and the availability of key materials have not been taken into account. » C'est extraordinaire. 400 pages. Et vous avez ce truc-là, ça veut dire que dans le scénario, je peux du jour au lendemain substituer du charbon, je l'enlève et j'installe la même puissance en photovoltaïque, en éolien, etc. Et on ne se pose pas la question des matériaux. C'est 1 tonne par mégawatt installé en aimant, donc il y a du dysprosium, du néobium, toutes sortes de matériaux, les terres rares, etc. Bon, voilà, c'est pas tenu en compte. Donc, quand je vous disais tout à fait au début les difficultés qu'il y a à lire des scénarios, vous voyez, sur 400 pages, il y a ça, c'est une phrase. Ecofis, qui est un bureau d'études qui travaille pour WWF et Greenpeace, c'est la même chose. Vous voyez, vous avez, en gros, la consommation en 2050, elle est plus petite qu'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils font ça, comment ils rendent ça compatible avec les taux d'urbanisation qu'on a, le développement des pays émergents, des pays pauvres, etc. Je ne sais pas. Et donc, quand on fait le bilan maintenant de tous les renouvelables, en regardant ce que les associations qui promeuvent ces technologies, etc., font, quand on fait le bilan, eh bien, on s'aperçoit que, vous voyez, vous multipliez l'hydro par 2, vous multipliez le bois par 2, c'est vraiment une limite quand vous avez discuté avec des ingénieurs agronomes qui disent que c'est fou de multiplier par 2, ça cause des intrants, des surfaces, ce que vous voulez, mais on le fait. Le PV, vous multipliez par 15, l'éolien, vous multipliez par 10, en prenant les données des associations, encore une fois, la Wind Energy Association, etc., et puis le PV, eh bien, vous arrivez au total 2,3 aujourd'hui, 8,9, c'est-à-dire moins de 10 en 2050. Et donc, je vais vous laisser sur cette interrogation, il faut 20, et avec tout ça, en poussant les curseurs au maximum, parce que c'est vraiment poussé au maximum, on est à moins de 10. Et donc, comment faire sans se poser la question des fossiles avec capture et stockage du CO2 et sans le nucléaire? Moi, je ne sais pas. Si vous avez des solutions, formidables, mais il y a du boulot pour tout le monde, pas seulement pour les sciences physiques, mais pour les sciences humaines et pour tout le monde. Merci de votre attention.